Et j'invite maintenant Alexis Buvat, qui est juste dans la coulisse et qui va nous raconter une autre libération, celle d'un certain passé. Et je n'en dis pas plus, car l'idée est forte, symbolique et puissante. Je vous laisse la découvrir. Merci Christophe. Après chaque élection présidentielle en France, l'installation du nouveau président dans le palais de l'Élysée nous semble aller de soi. Mais savez-vous seulement qu'il n'a qu'à 2 reprises dans notre histoire contemporaine, à 2 reprises au moins, la présidence a été bien près de s'installer ailleurs. Et d'ailleurs, n'est-il pas temps aujourd'hui, enfin, de décider et de mener à bien ce déménagement de la présidence. Ici, la première entrée du palais. Et j'ai oublié de vous présenter celle-ci. Ce bel hôtel particulier Régence du très chic 8e arrondissement, cette bonbonnière de Pompadour, pouvait encore convenir aux présidents des 3e et 4e Républiques, ces présidents soliveaux, installés confortablement, de faible épaisseur institutionnelle, et qui inauguraient les chrysanthèmes, à l'instar de leurs homologues souverains européens en leur palais. Mais avec l'avènement de la Ve République, en 1958, la présidence française est devenue une véritable machine à gouverner et à représenter. Raison pour laquelle le général de Gaulle a souhaité déménager pour un lieu plus en adéquation avec l'idée qu'il se faisait de son rôle dans les institutions nouvelles. Alors, il a envisagé plusieurs solutions, avec une préférence marquée pour le château de Vincennes, ce vieux château médiéval qui lui correspondait bien, mais il a finalement renoncé au projet en raison du coût. François Mitterrand, à son tour, a envisagé de déménager, mais il a aussi calé devant la dépense après avoir lorgné sur les Invalides. Car il faut bien comprendre que le palais de l'Élysée procure à son locataire certaines satisfactions, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, bien des soucis. Des soucis d'ordre pratique d'abord. Les espaces de la présidence, les espaces du palais, sont surannés, ils sont désuets, ils sont mal adaptés et inadaptables d'ailleurs en raison de leur ancienneté même. Ils sont inconfortables et mal commodes. Près d'1 millier de personnes travaillent ici quotidiennement et ils sont répartis dans des locaux eux-mêmes éclatés sur plusieurs corps de bâtiments et sur plusieurs sites même. À l'évidence, les murs ne sont jamais suffisamment poussés puisqu'on a régulièrement recours à l'annexion de bâtiments voisins. Bien sûr, le grand public connaît les principaux appartements, les principaux salons de réception et d'apparat qui sont ceux du rez-de-chaussée. On connaît également éventuellement ceux du premier étage, ces salons qui servent de bureau au président lui-même et à ses plus proches collaborateurs, mais on les compte sur les doigts d'une main. Et l'on sait moins à quelle enseigne incommode sont logés les autres collaborateurs, les conseillers techniques, les secrétaires, les agents de sécurité et les personnels du palais en général. De plus, la grande solennité du lieu et le poids de son histoire participent grandement à rendre pesant et à faire éprouver à nos présidents ce malaise carcéral dont presque tous se sont plaints, et également leurs collaborateurs. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux en ont témoigné. Mais le malaise de la présidence à l'Élysée tient aussi et peut-être surtout à des raisons d'ordre symbolique. J'ai oublié de vous signaler que ces locaux sont non seulement anciens mais vétustes et que les travaux de restauration entrepris de façon très impressionnante à l'été 2011
n'ont représenté qu'une partie seulement du strict minimum urgent qu'il convenait de réaliser ici. Et donc, je vous disais que le malaise de la présidence à l'Élysée tient aussi à des raisons d'ordre symbolique, et c'est surtout ça qui pose problème. Sa situation géographique, d'abord, la présidence française se trouve comme enclavée dans ce 8e arrondissement, dans un quartier dédié à la mode, aux antiquités, au luxe, toutes choses qui, évidemment, déplaisaient comme voisinage au général de Gaulle, vous vous en doutez. Par son aspect également, à l'extérieur comme à l'intérieur, le palais de l'Élysée est visiblement en décalage avec notre époque. Alors je sais bien qu'en matière de lieu de pouvoir et dans les représentations, ancienneté rime bien souvent avec continuité et légitimité, mais après tout, conservatisme rime très bien aussi avec immobilisme, de même que nostalgie rime bien souvent avec paralysie. Et comment comprendre alors l'intention, d'ailleurs, qui avait été celle des présidents de Gaulle, celle de Mitterrand, celle de Valéry Giscard d'Estaing et de Nicolas Sarkozy également, qui disent eux aussi avoir songé à déménager la présidence, et comment interpréter les différentes tentatives de moderniser les lieux, entreprises par les Pompidou d'abord, puis par le couple Mitterrand, avec plus ou moins de réussite, il faut bien le dire. C'est que dans un bâtiment comme l'Élysée, le pouvoir est ou paraît symboliquement sanctuarisé et donc séparé. Pour beaucoup de Français, les gens de l'Élysée sont éloignés quand ils ne sont pas franchement déconnectés des réalités. Et l'on use fréquemment du vocable de château pour désigner la présidence de la République, comme naguère nos ancêtres utilisaient le même terme pour évoquer Versailles ou les Tuileries. Alors évidemment, cette représentation est très bien entretenue par l'ancienneté et l'architecture des lieux. Nos présidents sont ainsi condamnés à tenter de trouver empiriquement un équilibre toujours précaire dans la représentation qu'ils se font et le rapport qu'ils ont au palais présidentiel et dans ce qu'ils croient montrable aux Français. Qu'ils choisissent de l'exhiber comme une fierté patriotique ou au contraire de le masquer artificiellement ou encore de s'en extraire pour paraître plus proche, moins distancé des Français. Eh bien, dans tous les cas, l'Élysée est bien un attribut du pouvoir, mais un attribut aussi encombrant que légitimant. Alors, quelque opportune qu'on puisse la considérer, et vous aurez compris que je plaide pour une sorte d'aggiornamento, de modernisation de notre présidence, la décision de déménager l'Élysée serait une décision d'une symbolique très forte. Elle n'est pas une idée partisane, elle n'est pas dogmatique, elle n'est ni de gauche ni de droite, elle est en quelque sorte diagonale. On gagnerait alors à s'inspirer de quelques réalisations récentes et voisines, comme par exemple la chancellerie nouvelle de l'Allemagne réunifiée, ou encore la Moncloa espagnole, ou bien les différents édifices européens édifiés à Bruxelles ou à Strasbourg. Il se trouve que j'ai eu le plaisir d'être rejoint dans mes recherches toutes théoriques et historiques par une recherche plus concrète, celle-là, dont j'aimerais vous présenter quelques images, car elle rend presque palpable ce qui pourrait être un nouvel édifice dédié à la présidence du XXIe siècle. Il s'agit d'un travail de fin d'études réalisé et soutenu en 2010 à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg par Marie Coulon. Et alors, elle s'est affrontée au difficile exercice de créer un édifice
majestueux et monumental pour le pouvoir à notre époque, ce qui est une prouesse. Alors on en pense ce qu'on veut. Moi je trouve que son projet est plutôt séduisant et presque convaincant. À une époque où les citoyens que nous sommes traversent une crise profonde, qui n'est pas que économique, financière et sociale, mais qui est aussi une crise de la représentation, une crise du politique, une crise de l'autorité. Il me semble qu'il serait grand temps de prendre conscience que notre présidence n'a plus, au XXIe siècle, sa place dans un palais de la noblesse Louis XV, dont tout rappelle certes la grandeur et le savoir-faire français, mais d'une époque tout à fait révolue et qui n'a plus sa place que dans une logique purement patrimoniale et muséale. Et on aurait plaisir d'ailleurs à visiter le musée de l'histoire républicaine, si on transformait l'Élysée ainsi. Par-dessus tout, je propose, et j'en ai pour 1 minute, je propose que nous ayons le courage d'assumer notre époque et de lui faire confiance dans ce qu'elle peut produire de meilleur, en élevant un nouveau bâtiment, et pour la présidence de la République, conforme à ce que nous voulons être. Et cela reviendrait à produire aujourd'hui un élément pour l'avenir, comme on prend rendez-vous avec les siècles et les générations futures, en témoignant de son temps. Si vous me l'autorisez, j'aimerais ajouter que le général de Gaulle écrivait dans ses mémoires de guerre « La France est une princesse de conte pour enfants, et elle ne se reconnaît que dans la grandeur. » Et il précisait « pas la puissance, la grandeur ». Eh bien, je dis que la grandeur, à force de se reposer dessus, elle finit par se tasser. Encore faut-il l'alimenter. Je compte sur votre soutien. Merci. Merci beaucoup, Alexis Buvard.